Le vent salé de la Méditerranée fouettait mon visage comme une gifle vengeresse. Et je serrais les poings contre la rambarde rouillée du balcon, contemplant les vagues qui se brisaient en bas avec une fureur que je ne pouvais plus contenir. Chloé, si tu ne changes pas, tu seras dehors avant la fin du mois, avait craché le président ce matin-là. Ces mots comme des lames dans ma chair déjà lacérée par des nuits sans sommeil. Et alors que je m'effondrais à genoux, un sanglot étouffé dans la gorge, j'entendis pour la première fois le battement irrégulier d'un cœur qui n'était pas le mien, celui de Louise. La coach que j'allais choisir, résonnant déjà comme un écho de ma propre tempête intérieure. La lumière tamisée du bureau du président filtrait à travers les stores vénitiens, projetant des ombres striées sur le tapis persan usé. Et je me tenais là, raide comme un soldat au rapport, les ongles enfoncés dans les paumes pour ne pas trahir le tremblement qui me secouait. Madrid. Cette ville de passions étouffées et de secrets murmurés dans les ruelles étroites du barrio de la Sletra m'avait attiré 5 ans plus tôt avec la promesse d'un renouveau artistique. J'étais venu peindre les âmes des flamencos dans les tableaux enfumés. Capturer l'essence tourmentée de cette Espagne qui bouillonnait encore sous la peau de son passé franquiste. Mais aujourd'hui, à 32 ans, je n'étais plus qu'une galeriste en faillite. Un fantôme errant dans les couloirs de ma propre galerie. Le cœur alourdi par des toiles inachevées et des amours éphémères qui s'évaporaient comme la brume matinale sur le retiro. Chloé. Ma chère. Vous êtes un talent brut, mais sans discipline. Vous êtes perdue, tonna le président de la chambre de commerce. Un homme bedonnant aux moustaches cirées comme un torero d'opérette. Ses yeux porcins luisants d'une fausse compassion. Il était le mécène qui avait financé ma petite galerie dans le cœur historique de Madrid. Un refuge pour les artistes queer fuyant les vents homophobes de province. Mais aussi un vautour qui guettait la moindre faiblesse pour planter ses serres. Vous devez choisir un coach de vie. Immédiatement. Ou je retire tout. Ces mots résonnaient encore dans mes oreilles tandis que je quittais son bureau. Les jambes flageolantes. Le goût amer de la défaite sur la langue. Un coach de vie? Comme si un étranger pouvait recoller les fragments de mon âme brisée par une enfance normande où ma mère, bigote jusqu'à l'os, m'avait renié pour un baiser volé à une camarade de classe. Je marchais d'un pas mécanique vers le métro. L'air chargé d'odeurs d'oranger en fleurs et de gaz d'échappement. Quand mon téléphone vibra comme un présage. Une liste de coachs recommandés par la chambre, des noms impersonnels. Des CV lisses comme des masques de carnaval. Mais l'un d'eux attira mon regard, Louise Moreau. Franco-espagnole. Installée à Barcelone depuis 10 ans. Spécialisée dans l'éveil des passions refoulées. Son portrait, une femme d'une trentaine d'années. Cheveux noirs coupés courts. Yeux verts perçants comme les émeraudes d'un collier andalou. Un sourire en coin qui promettait des abysses. Quelque chose en moi se contracta. Un frisson que je n'osais nommer. Mélange de curiosité et de cette attirance sournoise pour les âmes qui ressemblent à la mienne fracturée. Enquête. Le train pour Barcelone partit à l'aube suivante. Un TGV filant le long de la côte comme une veine bleue sur la peau hâlée de l'Espagne. Je m'assis près de la vitre. Un carnet de croquis sur les genoux. Esquissant des silhouettes floues, des femmes enlacées dans l'ombre d'une cathédrale gothique. Leurs lèvres effleurées par le vent du Levant. Barcelone m'accueillit avec son chaos joyeux, le bruit des castagnettes lointaines. L'odeur de paella fumante dans les ramblas. Et cette lumière méditerranéenne qui peignait tout en or. Le cabinet de Louise se nichait dans l'exemple. Un appartement haussmannien rénové avec des touches modernistes, vitraux colorés filtrant la lumière sur des canapés en velours vert bouteille. Des livres de Sartre et de Beauvoir empilés comme des totems sur les étagères. Elle m'ouvrit la porte en personne. Vêtue d'un chemisier de lin blanc rentré dans un pantalon cigarette noir. Une écharpe légère nouée autour du cou malgré la chaleur. Chloé? Entrez. Je vous en prie.
Le cœur n'attend pas les formalités. Sa voix était un ronronnement grave, teinté d'un accent catalan adouci par des années à Paris. Je la suivis dans le salon, mes converses crissant sur le parquet ciré, et m'assis en face d'elle, les mains croisées pour masquer leur moiteur. Elle croisa les jambes, son genou effleurant presque le mien, et me fixa avec une intensité qui me fit rougir comme si elle lisait déjà les lignes invisibles de mes désirs inavoués. « Dites-moi, Chloé, qu'est-ce qui vous amène vraiment ici? Pas le président? J'imagine. » Son sourire s'élargit, complice, et je sentis mon pouce accélérer. Comment pouvait-elle savoir? Je balbutiai quelque chose sur la galerie. Les dettes. L'épuisement. Mais mes mots se heurtaient comme des vagues contre des rochers. Elle hocha la tête, notant des bribes sur un carnet relié en cuir. Ses doigts fins aux ongles courts effleurant le papier avec une grâce presque érotique. Le cœur hésite souvent. Chloé. C'est son privilège. Mais il faut l'écouter avant qu'il ne se taise. Ces mots me transpercèrent. Et pour la première fois depuis des mois, je pleurais pas des larmes bruyantes, mais un flot silencieux qui trempa mes joues, libérant un chagrin enfoui depuis l'enfance. Depuis ce premier amour pour une fille aux tresses blondes dans les champs de Normandie. Louise ne bougea pas, se contentant de tendre une boîte de mouchoirs, ses yeux ne quittant pas les miens. Dans ce silence chargé, j'entendis ou crus entendre le battement irrégulier de son propre cœur, un rythme syncopé comme un flamenco improvisé, hésitant entre la compassion professionnelle et quelque chose de plus primal. La séance dura 2 heures. Un tourbillon de questions qui dénudèrent mon âme, mes peurs d'être vue comme une lesbienne, trop française, dans cette Espagne encore arc-en-ciel mais ombragée de machisme latent. Mes nuits solitaires à peindre des nus féminins jusqu'à l'aube. Mon corps qui criait famine d'un toucher authentique. À la fin, elle posa une main sur mon avant-bras à un geste fugace, électrique et murmura, « Nous allons travailler ensemble. Chloé. Mais promettez-moi une chose, soyez honnête avec vous-même. » Je quittai son cabinet les jambes en coton. L'air de Barcelone soudain plus vif. Comme si la ville elle-même conspirait à mon réveil. Le soir, dans un petit hôtel près de la Sagrada Familia, je m'allongeai sur le lit dur, le plafond voûté comme un dôme de cathédrale, et repensai à son regard. Était-ce cela? L'hésitation de son cœur? Ou étais-je déjà en train de projeter mes propres fantômes sur elle? Le lendemain, je rentrai à Madrid. Un contrat signé pour 10 séances, mais avec une étincelle nouvelle au creux de la poitrine, l'espoir fou qu'un coach de vie pourrait, peut-être, devenir plus qu'un guide. Les semaines suivantes furent un ballet de train et de confidences. Chaque vendredi, je descendais à Barcelone, prétextant des rendez-vous professionnels à la galerie. Mais en vérité, c'était pour elle. Louise avait une façon de disséquer mes doutes avec une précision chirurgicale, tout en infusant ces mots d'une poésie française qui me ramenait à mes racines, des citations de Colette glissées comme des caresses, des anecdotes sur les salons parisiens où les femmes s'aimaient en secret sous les lustres de cristal. Petit à petit, nos séances dérapèrent vers l'intime, elle parla de sa propre enfance à Perpignan, frontalière et bilingue, où elle avait fui un mariage arrangé pour embrasser sa vérité queer à l'université de Toulouse. J'ai appris que l'amour n'est pas une ligne droite. Chloé. C'est une danse? Avec des pas en arrière? Des tournoiements. Un soir, après une séance particulièrement intense où j'avouai mon crush adolescent pour une danseuse de flamenco, elle proposa un verre au bar du cabinet, un vermouth sec avec une olive, typiquement catalan. Nous nous assîmes sur le balcon étroit, surplombant les toits modernistes de Gaudí.
Et la nuit tomba comme un voile de velours. Vous êtes belle quand vous vous abandonnez. Chloé. Dit-elle soudain. Sa voix plus basse. Et je sentis son cœur hésiter à nouveau, un silence où nos souffles se mêlèrent. Nos genoux se frôlèrent sous la table. Je levai les yeux. Et dans les siens, je vis un océan de possibilités, tendresse, désir, mais aussi une ombre, un secret qu'elle gardait comme un poignard dans sa manche. Je rentrai ce soir-là avec le cœur en feu, composant mentalement des toiles nouvelles des portraits de Louise, ses lèvres entr'ouvertes sur des mots non dits. Mais à Madrid, la réalité me rattrapa, le président appela, exigeant un rapport sur mes progrès, et je mentis, inventant des victoires factices. La galerie croulait sous les factures, et mes artistes, ces âmes bohèmes que j'avais recueillies, commençaient à murmurer leur départ. Pourtant, Louise était devenue mon encre. Nos messages nocturnes, des poèmes échangés. Des photos de coucher de soleil sur la mer, tissant un fil invisible entre nos villes. C'est lors de la 5e séance que le premier conflit surgit. Comme un orage sur la Sierra Nevada. J'arrivais en retard, essoufflé par un appel rageur d'un ex-amant jaloux qui avait découvert mon penchant pour les femmes et menaçait de salir ma réputation. Je ne supporte plus ces masques. Louise. Explosai-je en claquant la porte. Elle se leva, posant ses mains sur mes épaules avec une fermeté inattendue. Alors arrachez-les. Chloé. Mais pas sur moi. Ses yeux flamboyaient. Et pour la première fois, je vis la faille, une bague fine à son annulaire, que je n'avais pas remarquée auparavant, scintillant comme un avertissement. La bague. Ce simple cercle d'argent terni devint l'obsession des jours suivants. Un fantôme qui hantait mes nuits madrilènes. Était-ce un vestige d'un mariage raté? Ou pire, un lien actuel avec un homme ou une femme qui réclamait son dû? Je n'osais pas demander, craignant que la réponse ne brise le fragile édifice que nous bâtissions. Au lieu de cela, je me jetai dans le travail, des expositions improvisées dans la galerie, des vernissages arrosés de sangria où les artistes queer de Madrid se pressaient, leurs corps tatoués et piercés frôlant les miens dans une danse collective de libération. Mais même là, au milieu des rires et des baisers volés, l'image de Louise persistait, son cœur hésitant comme un métronome détraqué. Notre 6e séance fut un duel masqué. Je m'assis en face d'elle, feignant la nonchalance. Mais mes yeux glissaient inévitablement vers sa main gauche, posée sur le repose-bras du fauteuil. Parlez-moi de vos attachements. Chloé. Qu'est-ce qui vous lie encore au passé? Sa question était professionnelle, mais son ton trahissait une vulnérabilité nouvelle. Comme si elle se confessait elle-même à travers moi. Je parlais de ma mère. Cette ombre normande qui m'avait chassée à 16 ans avec des malédictions bibliques. De mes amours fugaces à Paris, une galeriste aux cheveux roux qui m'avait appris le plaisir des corps féminins dans les lofts de Montmartre. Avant de me quitter pour un mécène plus riche. Et vous? Louise? Qu'est-ce qui fait hésiter votre cœur? Osai-je enfin? Ma voix un murmure. Elle se figea. Ses lèvres pincées en une ligne fine. Et détourna le regard vers la fenêtre où la pluie catalane tambourinait comme un reproche. Mon cœur. Il a battu pour trop de tempêtes? Chloé. Un amour à Perpignan? Une femme qui m'a appris la passion mais pas la fidélité. Puis Barcelone, où j'ai reconstruit. Coach par coach. Vie par vie. Elle ne mentionna pas la bague. Mais son silence était éloquent. Un mur que je ne pouvais escalader. La séance se termina sur une note aigre-douce, elle me prescrivit un exercice: écrire une lettre à mon moi adolescent. À celle qui avait embrassé une fille sous les pommiers et je partis avec un baiser sur la joue.
nos lèvres s'effleurant presque. Un frisson qui électrisa ma peau. De retour à Madrid, l'hésitation se mua en obsession. Je peignis furieusement, une toile immense représentant 2 femmes sur une plage de la Costa Brava. L'une tendant la main, l'autre reculant, leurs cœurs exposés comme des coquillages brisés. La galerie vibrait d'une énergie nouvelle. Le président, lors d'un appel surprise, grogna un « progrès notable » qui sonnait comme une menace voilée. Mais c'est une nuit. Après un vernissage où une artiste invitée, une sculptrice aux courbes généreuses et aux rires contagieux, m'avait dragué ouvertement, que je craquai. Ivre de vin rouge et de désirs refoulés, nous nous embrassâmes dans l'arrière-salle. Un baiser vorace qui effaça temporairement l'image de Louise. Pourtant, au matin, la culpabilité m'assaillit comme une marée noire. Étais-je en train de trahir une connexion qui n'existait même pas encore? Le 7e rendez-vous fut le tournant. Louise avait préparé un atelier sur la cartographie émotionnelle, une grande feuille de papier, des crayons de couleur, où nous devions tracer les chemins de nos amours passés. Assise par terre, entourée de coussins, nos épaules se touchaient presque, et l'air s'alourdit d'une tension palpable. Je dessinai d'abord une ligne sinueuse de Normandie à Paris, puis à Madrid, parsemée de cœurs brisés et de feux follets. Et maintenant? L'avenir? Demanda-t-elle. Sa voix rauque. Je traçai une flèche vers Barcelone, hésitante. Et nos regards se croisèrent, un instant suspendu où le monde s'effaça. C'est alors qu'elle parla. Ma bague? Chloé. C'est un souvenir. De Sofia. Ma partenaire de 5 ans. Elle est partie il y a 1 an, emportant une partie de moi avec elle. Cancer. Rapide. Impitoyable. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, ridant la surface de notre intimité naissante. Je posai ma main sur la sienne, sentant la chaleur de sa peau, le pouls rapide sous ses veines. Je suis désolée, Louise. Je n'aurais pas dû. Mais elle secoua la tête, ses yeux humides. Non. C'est moi qui hésite. Parce que vous me rappelez ce que j'ai perdu, mais aussi ce que je pourrais revivre. Le silence qui suivit fut un océan. Et nous nous embrassâmes, un baiser doux, exploratoire, comme un premier pas sur une plage inconnue. Ses lèvres étaient salées de larmes, les miennes tremblantes de joie incrédule. Les jours suivants furent un tourbillon romantique, teinté de cette mélancolie française qui imprègne les amours de la Méditerranée. Nous nous voyions entre les séances officielles, dîner dans des bodegas cachés de Barcelone, où le cava pétillait comme nos rires, promenade le long de la Rambla del Mar, main dans la main sous les guirlandes lumineuses, ignorant les regards curieux des passants. Louise m'initia à ces rituels des méditations au lever du soleil sur la colline de Montjuic, où nous parlions de tout et de rien, de nos peurs les plus intimes. L'amour lesbien en Espagne? C'est une révolution douce? Chloé. Après Franco, nous dansons sur les ruines. Et moi? Je lui montrais mes toiles, ces fragments d'âme que je cachais jalousement. Et elle les caressait du regard avec une tendresse qui me faisait fondre. Mais le conflit couvait, comme un feu sous la braise. Le président, sentant mon regain d'énergie, exigea une rencontre à Madrid, un dîner d'affaires dans un restaurant étoilé du quartier de Salamanca, où il présenta un partenaire potentiel pour la galerie, un collectionneur conservateur, un homme aux manières patriciennes qui me scruta comme une marchandise. Chloé, vous avez besoin de stabilité. Pas de ces fantaisies artistiques. Ces mots
prononcés avec un sourire carnassier, ravivèrent ma rage. Je refusai poliment. Mais rentrai chez moi brisé, appelant Louis en pleurs. Il veut me modeler à son image? Comme une poupée. Elle arriva le lendemain en train. Un sac à dos rempli de fromage de Catalogne et de vin de Priorat. Et nous passâmes la nuit à refaire le monde enlacé sur mon lit étroit. Nos corps se découvrant avec une urgence contenue. Des caresses qui effaçaient les ombres. Pourtant, la trahison pointait son nez. Lors d'une de nos escapades à Sitges, cette ville arc-en-ciel de la côte, nous assistâmes à un festival queer, corps peint, danse endiablée, un carnaval de liberté. Là, au milieu de la foule, je vis Louise se raidir en croisant une femme grande, aux cheveux teints en bleu, un tatouage de rose épineuse sur l'épaule. Elena, murmura-t-elle, et le nom sonna comme un glas. Elena, son ex avant Sofia, une activiste lesbienne qui avait brisé son cœur en la quittant pour une cause plus grande que l'amour. La rencontre fut brève, tendue, des mots aiguisés comme des lames, des regards qui me glacèrent. Tu n'as pas changé, Louise. Toujours à sauver les âmes perdues. Et moi? Je me sentis soudain comme une intruse. Une muse de passage. La nuit. Dans notre chambre d'hôtel face à la mer, Louise se confia enfin. Elena m'a appris la douleur de l'abandon. Elle disait que l'amour était une chaîne. Et je l'ai cru. C'est pour ça que j'hésite. Chloé. Peur de vous attacher? De vous perdre? Nous fîmes l'amour pour la première fois ce soir-là. Un entrelac de corps et de soupirs sous les draps froissés, où chaque toucher était une promesse. Mais au matin, un message d'Elena sur son téléphone, on doit parler. Pour Sofia. Planta la graine du doute. Était-ce une coïncidence? Ou le début d'une tempête? Le doute s'insinua comme une brume toxique, enveloppant nos jours suivants d'une suspicion insidieuse. À Madrid, la galerie fleurissait paradoxalement, une exposition sur « Amour interdite » attira la presse. Des articles dans El Pelo en ma « Sensibilité queer à la française ». Et le président, sentant l'odeur du succès, tempéra ses menaces en une surveillance accrue. Ne me décevez pas, Chloé. L'Espagne n'est pas tendre avec les rêveuses. Mais ces avertissements pâles face à la tourmente intérieure que je portais. Louise et moi continuions nos week-ends volés, un pèlerinage à Grenade, où nous errâmes dans l'Alhambra au clair de lune, nos doigts entremêlés traçant les arabesques des fontaines comme des vœux gravés dans l'eau. Là, sous les étoiles mauresques, elle me promit, mon cœur n'hésite plus. Chloé. C'est le vôtre qui bat maintenant pour nous deux. Pourtant, Elena rôdait comme un spectre. Ses messages s'accumulaient sur le téléphone de Louise, d'abord anodins. Des souvenirs partagés sur Sofia. Puis plus insistant, tu ne peux pas effacer notre histoire pour une nouvelle venue. Reviens-moi. Je les découvris par accident. Lors d'une soirée à Barcelone où Louise s'était assoupie sur le canapé. Son portable ouvert sur la table basse. Le choc fut viscéral, une nausée qui me plia en deux. Des larmes brûlantes qui brouillèrent la vue. Était-ce de la jalousie pure? Ou la peur que notre idylle ne soit qu'un pansement sur ses plaies anciennes? Je quittai l'appartement en trombe. Marchant sans but dans les rues nocturnes de l'Exemple. Les néons des bars lesbiens clignotant comme des invitations moqueuses. Le lendemain, la confrontation éclata lors de la séance numéro 8. Transformée en arène. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, hurlai-je, brandissant le téléphone comme une preuve accablante. Louise pâlit. Ses yeux verts s'assombrissant en tempête. C'est du passé?
Chloé. Elena essaie de me manipuler? De raviver la culpabilité pour Sofia. Elle dit que j'ai abandonné notre deuil commun en te choisissant. Ses mots se brisèrent. Et elle s'effondra en sanglots. Un spectacle rare qui fissura mon armure. Nous pleurâmes ensemble ce jour-là. Nos corps se cherchant dans une étreinte désespérée. Mais le poison était injecté, la confiance. Cette fleur fragile. Fanée à vue d'œil. Les semaines suivantes furent un kaléidoscope de haut et de bas. Une valse émotionnelle digne des opéras verdiens que Louise adorait. Nous tentâmes de reconstruire, des thérapies de couple improvisées. Où elle m'emmena chez une amie psychologue à Barcelone. Des nuits où nous lisions à voix haute des extraits de Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Nos voix se mêlant en un chœur de revendications féminines. Sexuellement. Notre union s'approfondit, des matinées paresseuses dans son lit. Où ses mains cartographiaient mon corps comme une toile vierge. Éveillant des plaisirs que je n'avais jamais osé explorer. Tu es ma muse. Ma tempête. Murmurait-elle. Et je croyais. Oh comme je croyais. À ces instants volés. Mais le haut trône menaçait. Le président organisa un gala à Madrid pour célébrer les talents émergents. Une soirée guindée dans un palais du XVIIe siècle. Où collectionneurs en smoking et mécènes en robe de soie se pressaient comme des vautours autour d'une carcasse. J'y allais avec Louise. Présentée comme ma collaboratrice. Nos mains liées sous la table ronde. Ignorant les regards en coin des homophobes latents. C'est là qu'Elena surgit. Invitée par un ami commun. Vêtue d'une robe rouge sang qui hurlait sa présence. Chloé. N'est-ce pas? Susurra-t-elle. Ses lèvres peintes en un sourire carnassier. Tandis que Louise se raidissait à mes côtés. La soirée dégénéra en un ballet de sous-entendus, Elena monopolisant Louise pour des rappels du bon vieux temps. Moi feignant l'indifférence en discutant toile avec des acheteurs potentiels. Le climax arriva au dessert. Quand Elena, un verre de Rioja à la main, lâcha la bombe, Louise tâtait-elle dit pour le testament de Sofia? Elle m'a promis de l'exécuter ensemble. Mais regarde-la maintenant. Distraite par une nouvelle aventure. Le silence qui suivit fut assourdissant. Un vide où mon cœur chuta comme une pierre dans l'abîme. Louise blêmit. Balbutiant, ce n'est pas ce que tu crois. Mais le mal était fait. Je quittai le gala en larmes. Heurtant des serveurs dans ma fuite. L'air nocturne de Madrid me giflant comme une trahison supplémentaire. Elena avait semé le doute. Mais pire. Elle avait touché une vérité, Louise portait encore le deuil comme une armure. Et notre amour n'était peut-être qu'un chapitre de transition. Les jours suivants furent un enfer. Je coupai les ponts. Ignorant ses appels. Me réfugiant dans la galerie où l'étoile hurlait ma douleur, des bleus profonds. Des rouges sanglants. Des formes féminines tordues en supplication. Le président, flairant la faiblesse, frappa, un ultimatum final. Choisissez entre votre coach et la galerie. Ironie cruelle. Car choisir Louise signifiait renoncer à tout. Et la renoncer à elle. Elle vint à Madrid un soir de pluie torrentielle. Frappant à ma porte comme un fantôme dégoulinant. Écoute-moi. Chloé. Le testament. C'est une donation à une association queer que Sofia et moi soutenions. Elena veut me forcer à y renoncer pour la punir de mon départ. Mais toi. Tu es mon présent? Mon futur. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Nus sous une couverture. Nos corps se frôlant sans oser plus. Elle avoua tout, l'hésitation de son cœur n'était pas du doute pour moi. Mais la peur de revivre la perte. Sofia m'a appris l'amour inconditionnel. Mais toi, tu m'apprends la résurrection. Nos larmes se mêlèrent.
Et nous nous aimâmes à nouveau. Avec une ferveur désespérée. Comme si chaque caresse pouvait sceller un pacte contre le destin. Mais la trahison finale guettait. Plus sournoise. Elena, blessée dans son orgueil, contacta le président, un lien professionnel ancien. Un réseau d'affaires où les secrets se monnayaient comme des actions. Il m'appela le lendemain, votre coach? Une menteuse? Chloé. Elle a détourné des fonds d'une fondation. Si vous persistez, je publie tout. Mensonge ou vérité? Le doute me rongeait. Et quand Louise nia, jurant sur son honneur, je vis dans ses yeux l'ombre d'un passé qu'elle n'avait pas tout confessé. La révélation frappa comme un coup de Mistral, balayant les fondations de notre fragile château de sable. J'embarquai pour la Costa Brava, fuyant Madrid et ses intrigues palatines, louant une petite maison isolée sur une falaise près de Cadaqués, ce village d'Alignins où les surréalistes avaient dansé avec leurs démons. Là, sous un ciel plombé, je peignis comme une possédée, une série de toiles baptisées « Cœur hésitant », où des silhouettes féminines se dissolvaient dans l'océan, leurs mains tendues vers un horizon incertain. Louise me suivit. Malgré mes silences radio, arrivant un soir d'orage avec un sac rempli de provisions et un regard suppliant. Laisse-moi te prouver. Chloé. Viens avec moi à Perpignan. Affronte mon passé avec moi. Le voyage fut un pèlerinage douloureux, traversant la frontière par la route côtière. Nous parlâmes peu. Nos mains liées sur le levier de vitesse comme un fil ténu. Perpignan, avec ses remparts catalans et ses marchés embaumés de thym, était le berceau de Louise, une ville frontalière où les identités se mêlaient comme des vins dans un assemblage. Elle m'emmena au cimetière où Sophia reposait. Une pierre simple gravée d'une rose et d'une citation de Lorca, Verde que te quiero verde. Agenouillée dans l'herbe humide, Louise pleura enfin sans retenue. Confessant, j'ai hésité à te dire pour les fonds parce que j'avais peur que tu me vois comme une voleuse. Mais c'était pour l'association Un legs pour aider les femmes queer en deuil. Elena a falsifié des documents pour se venger. La vérité éclata au téléphone. Lors d'un appel avec l'avocat de la fondation, Elena avait manipulé les comptes. Un acte de jalousie pure. Et le président, complice par négligence, retira ses accusations sous peine de scandale. Mais le mal était fait, notre confiance, ébranlée, ne se raccommodait pas facilement. De retour à la Costa Brava, le climax surgit sur la falaise, ce même promontoire que j'avais imaginé dans mon pront intérieur, où le vent hurlait comme un cœur grec. Choisis. Louise. Moi ou tes fantômes? Criai-je, les larmes se mêlant à la pluie qui s'abattait. Elle s'approcha, sa main tremblante sur mon visage. Toi. Chloé. Toujours toi. Mais je dois guérir d'abord. Le conflit culmina en une nuit de révélation. Elena débarqua, hystérique, accusant Louise de l'avoir trahi en volant son amour pour Sophia. Une dispute violente s'ensuivit. Non physique mais verbale. Un tourbillon de mots qui lacérèrent l'air salin. Tu n'as jamais aimé personne vraiment, hurla Elena. Avant de s'effondrer, avouant sa propre douleur, un amour non réciproque pour Louise, masqué en amitié posthume. Je vis alors la profondeur de leur lien, pas romantique, mais sororal, brisé par le deuil. Louise la serra dans ses bras. Et pour la première fois, je compris, son cœur hésitait non par faiblesse, mais par une générosité infinie, capable d'aimer sans posséder. La trahison d'Elena et par extension, celle du président, qui avoua avoir été manipulé pour tester ma loyauté, c'est là le destin. Nous portâmes plainte ensemble, transformant la douleur en action, une fondation élargie,
Cœur libre. Pour soutenir les artistes queer en Espagne et en France. Le président, discrédité, se retira, laissant la galerie mienne, florissante sous une nouvelle ère. Le dénouement fut humain, teinté de cette mélancolie romantique française qui refuse les fins nettes. Louise et moi revînmes à Barcelone, non comme amantes fusionnelles, mais comme partenaires conscientes de leurs failles. Nous dansâmes un flamenco lent dans un tableau enfumé, nos corps se frôlant en une promesse renouvelée. Mon cœur hésite encore parfois, murmura-t-elle un soir, levée contre moi sur le balcon. Mais c'est pour mieux savourer les battements avec toi. Et moi, Chloé, la rêveuse normande adoptée par l'Espagne, apprit que l'amour n'est pas une conquête, mais un dialogue cassé Ashtine dans ses orages, émouvant dans ses silences, romantique dans ses étreintes, et profondément humain dans ses imperfections. Des années plus tard, nos toiles exposées côte à côte dans une galerie de la Rambla attirent des âmes en quête. Et dans chaque regard ému, j'entends encore ce cœur hésiter, le sien, le mien, le nôtre battant au rythme d'une Espagne qui, enfin, nous accueille sans chaîne.